Bien, mesdames, messieurs, on va donc démarrer cette troisième et ultime table ronde de l'après-midi. Merci, comme les deux premières fois, de mettre votre téléphone en mode vibreur pour éviter les désagréments générés par les sonneries. Et nous allons donc passer à cet atelier, l'attractivité de nos territoires. Il était là tout à l'heure, il va revenir puisque, en plus d'être chef d'entreprise, vous le savez probablement, c'est un élu du conseil régional. Il aura le plaisir de clore cette table ronde. Je vais vous demander d'accueillir aussi le patron de France Ginseng. Merci d'accueillir à nouveau Monsieur Yannick Josion, s'il vous plaît, qui va venir nous rejoindre, qui va prendre place. Il va être suivi de Monsieur Olivier Plu, directeur de cave coopérative Clocher Terroir, Coplife Festival, mais ça on aura l'occasion d'en reparler. Arnaud Le Goyen, qui est directeur commercial de la cave coopérative de La Bastide de Lévis Entreprise Tourisme Gourmand, qui est là, que je vous demande aussi, s'il vous plaît, d'accueillir. Et enfin, Joël Bouille, que j'ai vu tout à l'heure. Où est-il? Il est là. Alors, en plus, je vous en prie, vous êtes vice-président de Plémont et on va parler de nos tourismes ensemble. Messieurs, je vous en prie, prenez place. Bon, Yannick, on sait qui vous êtes. Enfin, je veux dire, on en a parlé tout à l'heure. Je ne parle pas, bien évidemment, du pronostic qui a fait que vous voyez l'équipe de France écraser les Blacks. Voilà, on l'a dit, comme ça s'est fait. Et on va passer à ceux qui sont vos voisins. En l'occurrence, on va commencer par Monsieur Plu, dont vous voyez probablement à l'image, Monsieur Plu, disais-je, on va avoir la slide qui est la vôtre, pour pas dire... Oui, il fonctionne, hein, je vous en prie. Ouais. Peut-être qu'on peut basculer sur Monsieur Plu, s'il vous plaît. Voilà, qui est très bien. Directeur de la cave coopérative Clocher et Terroir. Un vignoble, des hommes, un terroir. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de point, c'est-à-dire qu'on peut continuer la phrase. Qu'est-ce que vous pourriez dire, cher monsieur, sur ce que vous faites et sur l'entreprise que vous représentez avec le sourire en tant que directeur? Bonjour à tous. Alors, nous sommes une cave coopérative en plein cœur d'Hérault, au nord de Pézenas. Donc on est vraiment dans un milieu extrêmement reculé et rural. Donc l'attractivité des territoires, pour nous, c'est un axe majeur de réflexion. Donc nous sommes une cave coopérative et on est une cave coopérative qui ne fait quasiment pas de bouteilles, alors que nous avons 3 bouteilles à l'image, mais on fait essentiellement du vrac. Donc l'attractivité, c'est vraiment extrêmement important pour nous parce qu'on n'a aucune image. On n'a aucune image ou sinon l'image d'usine à Pinard. Tout simplement, parce qu'une cave coopérative de 3100 hectares de vignobles, on fait un peu plus de 200 000 hectares de vin. Et pardon, vous pensez que cette image est péjorative? Jusqu'à présent, oui. D'accord. Jusqu'à présent, oui. Donc c'était un gros travail avec l'ensemble du conseil d'administration. Et donc comment on a réalisé? Parce qu'on avait commencé une démarche RSE accompagnée avec Alix au COP de France. Et puis aussi, on avait fait des formations d'innovation managériale. On s'est dit, il va falloir qu'on essaie de travailler de façon un peu différente à la cave. Et un jour, on a fait un conseil d'administration totalement, pour eux, assez spectaculaire. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, il n'y avait pas d'ordre du jour. Pas d'ordre du jour, ils sont arrivés, ils avaient des post-it. Et puis, bon, déjà, il a fallu écrire, émettre des idées. Et c'était la première fois qu'on leur en demandait quasiment. Et donc, j'aurais dit, comment vous voyez votre cave à un horizon plutôt à court terme, hein, d'ici 5 ans. Et dedans, ils ont dit, il va falloir qu'on casse les codes, qu'on l'embellisse, qu'on ouvre nos portes et qu'on change notre image. Donc tout ça, voilà, c'était bon, c'est bien beau. Hein. C'était parmi les axes de réflexion de ce conseil d'administration. Et dans nos collaborateurs, il y a M. Tourelle qui est un fan d'art et qui est venu et qui nous a proposé de dire, tiens, on va essayer de mettre tout ensemble. Et puis on a créé un festival qui s'appelle le Coplife Festival. On va y revenir, parce que moi, ce qui m'intéressait, pardon, hein, dans la première question, c'est vraiment connaître ce que vous faites, qui vous êtes, avant d'évoquer toute la partie de l'activité. On est une cave coopérative où nous faisons que du vrac, donc avec aucune image, personne ne connaît le mot Clocher Terroir. Et donc l'attractivité, nous, donc il y a ce Coplife, mais aussi on développe aussi beaucoup de choses pour attirer des étudiants. Donc on crée un partenariat avec l'agro de Montpellier qui vient nous visiter chaque année pour voir ce que c'est que le monde coopératif, le monde un peu loin de Montpellier. On a créé aussi un partenariat récemment avec le lycée agricole de Gignac pour développer la biodiversité dans nos environnements de la cave. On va créer pas mal de micro-forêts, d'îlots de biodiversité. Donc ça, c'est ce qu'on crée actuellement. Et on essaie de faire tout cela pour développer l'image du coopérateur qui souffre un peu
d'agribashing. Et c'est quelque chose qui est assez récurrent, nous, dans nos conseils d'administration, où on rentre dans un conseil avec souvent la moue du j'en ai marre d'être toujours stigmatisé. Donc on essaie de créer des partenariats pour inverser cette image et on espère qu'on va y arriver. On y arrive. On y arrive. Tant mieux, on va y revenir et comme ça vous donnerez les pistes qui vous semblent vous permettre d'avoir le sourire à l'instant où on parle de ça. Arnaud Le Goyen, si le micro est avec vous et avec votre esprit. Directeur donc commercial de... Oui, ça fonctionne. Voilà, il faut la bouche, sinon ça, à distance, c'est moins évident. On a une belle image, d'ailleurs, vous l'avez aussi sur l'écran, de votre magnifique Bastide. Qu'est-ce que vous diriez sur ce que vous faites et ce que vous êtes intrinsèquement, avant de parler de votre démarche et de la manière dont vous allez continuer à promouvoir les territoires? Bonjour à tous, donc c'est Arnaud El Goyen. Pardonnez-moi, voilà pourtant je l'avais noté. Vous avez raison de me le dire. Ouais, et puis je suis à peu près sûr de moi, donc ça va. Donc je représente la Maison La Bastide, on est une coopérative viticole tarnaise. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, là vous avez l'Occitanie, on est en plein cœur de l'Occitanie, c'est le département en vert. On commercialise en fait des AOC Gaillac et des IGP Comté-Tolosan, Côte du Tarn, à peu près une centaine de familles de vignerons, 70 000 hectolitres, ce qui représente à peu près 4 millions de bouteilles commercialisées à l'année. On est une ancienne coopérative puisqu'on est là sur le Tarn, la plus ancienne. On a été fondée en 1949 et on a la particularité d'être une cave encore indépendante, ce qui est assez atypique sur le secteur, avec un atout qui nous pousse à du coup être là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un tiers de notre chiffre d'affaires qui est de 12,5 millions d'euros, qui est réalisé sur la vente aux particuliers, donc ce qui n'est pas du tout courant pour le secteur. On a une très grande proximité avec nos clients, et donc on a un conseil d'administration, puisque dans une coopérative viticole, les salariés en fait ont un directeur, mais un directeur qui dépend donc de vignerons, puisque c'est les vignerons qui sont nos dirigeants et qui effectivement souhaitent qu'on puisse au mieux valoriser leur territoire et leur richesse. Voilà. Très bien, on rentre dans les détails si vous aussi vous avez le sentiment qu'il y a une image un peu péjorative à votre égard et dans votre corporation, et comment combattre tout ça. Le micro est peut-être à côté pour le vice-président de Plémont. Monsieur, un mot, vous, sur ce que vous faites, sur ce que vous êtes et finalement votre cœur de métier. Le cœur de métier, il ne varie pas beaucoup de celui de mes voisins. Je suis également vigneron à Saint-Mont. Alors Saint-Mont, c'est le Far West de l'Occitanie, avec vue sur l'Aquitaine, puisque Plémont est une union de caves coopératives. Il y a 3 caves en apport total à cette union Plémont. Il y a la cave des vignerons de Saint-Mont, à laquelle j'adhère en tant que vigneron. Il y a la cave de Condon, qui se situe au nord du département du Gers. Et il y a la cave des vignerons du Madiran à Crouseille, donc pour vous dire à quel point on est en limite de l'Aquitaine, puisque cette cave se trouve dans les Pyrénées-Atlantiques, et donc en Nouvelle-Aquitaine. Et nous avons une 4e cave qui est apporteur partiel et qui se trouve également en Aquitaine, c'est la cave de Mézin, dans le Lot-et-Garonne, donc au-dessus de Condon. Donc voilà, on est à cheval sur ce territoire entre les 2 régions administratives. Nos vignerons travaillent à peu près 5300 hectares de vignes, produisent chaque année entre 350 et 400 000 hectolitres de vin, suivant les aléas du climat. Et on met en bouteille, on conditionne à peu près l'équivalent de 280 000 hectolitres à 300 000 hectos. On a été jusqu'à 300 000 hectos, on approchait les 40 millions de bouteilles. Mais régulièrement, on est là maintenant, crise Covid oblige, revenu autour de 30 millions. Mais nous étions encore, il y a 2 ans de ça, à 36 millions de bouteilles. Donc, comme je le dis de temps en temps, on vend à peu près 100 000 bouteilles par jour, toute l'année. Et donc sur 3 appellations, on a aussi cette idée-là et cette image-là. Jean-Louis Cazobon en parlait ce matin. La région Occitanie est la région des dénominations d'origine. Eh bien, tous nos vins sont commercialisés sous dénomination d'origine. IGP Côte de Gascogne,
AOC Saint-Mont, AOC Madiran ou Pacherin. Et nous y tenons absolument parce que c'est un attachement au territoire et que Plémont, c'est un projet de territoire. Et donc, c'est pour ça que j'interviens à cette table ronde et que depuis 40 ans que Plémont existe, depuis la fin des années 70, au-delà de notre premier métier de vigneron et de marchand de vin, si je peux le dire comme ça, Plémont est une union de commercialisation, eh bien, nous nous sommes attachés à faire vivre le territoire et nous nous sommes dès le début engagés dans des partenariats avec des associations, des organisations qui œuvraient autour de nous pour faire vivre notre territoire. Et c'est ainsi que nous sommes des partenaires de la première heure. On est né en même temps que Jazz in Marciac, par exemple, et on est aujourd'hui un des partenaires majeurs privés de Jazz in Marciac. Mais on accompagne les bandas à Condon, on accompagne Pentecôte à Vic, on accompagne plein de festivals sur notre territoire, parce qu'évidemment le vin est aussi étroitement lié à l'esprit de fête et au plaisir qu'on sait véhiculer chez nous dans le sud-ouest. Et donc on s'est très tôt associé à tout ça. Mais on est allé un peu au-delà aussi, parce que pendant 20 ans, par exemple, nous avons accompagné un projet du collège de Riscle et qui, à travers un travail d'art plastique, nous a permis de proposer aux élèves du collège, pendant 20 ans, de 1998 à 2018, eh bien, de faire la connaissance avec des artistes toute l'année. Et peut-être que même j'ai un voisin à ma gauche qui en a peut-être croisé de ces artistes, puisqu'il est originaire de ma région, et que ça nous a permis de créer une collection, parce que chaque fois qu'un artiste venait exposer au collège à Riscle, il y en avait 3 par an, 1 par trimestre, nous achetions une œuvre pour accompagner le travail du collège et pour faire la promotion de ce travail-là. Et donc chaque fois qu'un artiste venait, nous avons acheté une œuvre de cet artiste. Et bien pendant 20 ans, nous avons comme ça accumulé une collection extrêmement éclectique de toute cette diversité. Et nous avons constitué une collection, donc la collection de la Galerie Bleue, puisque c'était le projet à l'époque, le nom du projet qu'il y avait au collège, qui est aujourd'hui à Plémont, que les gens peuvent venir visiter, qui est libre d'accès et qui est aussi pour nous la façon de s'inscrire dans l'ouverture d'esprit des élèves, des enfants de nos vignerons, des enfants de nos collaborateurs, des enfants de notre territoire, à la culture, à l'art, et que, eh bien, sans doute que ces enfants devenus grands ont aujourd'hui plaisir à retrouver cette collection et quelque chose qui a fait leur enfance. On va y revenir sur vos démarches. Et avant de donner la parole à votre voisin, Yannick Jauzion, juste un mot sur ce que vous évoquiez en introduction. Est-ce que tous les trois, vous êtes d'accord pour dire que vous souffrez d'une image qui est injuste, qui est inique et qui est difficile à combattre? On le ressent, nous, oui, enfin nos coopérateurs le ressentent, les viticulteurs le ressentent déjà dans leur pratique de tous les jours, hein, dès qu'ils sortent dans leur vigne. C'est quotidiennement des altercations verbales sur même les agriculteurs en agriculture biologique. Hein. Donc c'est vraiment, il y a un gros travail justement, nous donc dans notre réflexion, un gros travail de communication avec l'ensemble de nos parties prenantes et notamment avec les riverains. Messieurs, vous êtes, est-ce que vous aussi vous souffrez d'une image qu'il faut combattre avant déjà de la rendre plus attractive? Alors, on ne peut pas dire qu'on souffre de cette image-là, parce que pour le coup, on est quand même sur des territoires, et bien d'être un peu perdu au fin fond de la campagne, ça aide à être préservé de certaines choses. Et donc, nos voisins, pour le moment, sont encore des gens qui ont été ou qui ont une proximité avec les vignerons présents. Donc, on ne peut pas dire qu'on souffre de ça. Disons qu'on doit être vigilant surtout. Et attention aux signaux faibles qui existent. Quant à vous, monsieur? Nous concernant, c'est à peu près comme je vois également, on est sur un territoire effectivement où le vignoble gaillacois, c'est une fierté pour le territoire, c'est vraiment appuyé par les politiques, mais aussi par les personnes qui y vivent, hein, vraiment. Notre coopérative, bon, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on est 50 salariés, mais dans les vendanges, on est à peu près 80, 90. On est aussi
un pourvoyeur d'emploi. Donc, on fait vivre le territoire, on va y parler après. Donc, par rapport à ça, non. Après, d'un point de vue quand même no tourisme, on s'attache effectivement à montrer le bon côté des coopératives. C'est ce qu'on essaie de voir. On peut être perçu comme des industriels, effectivement, des gros faiseurs. Si on fait un petit focus sur le secteur de la restauration, par exemple, vous avez des restaurateurs, c'est un parti pris, je veux des vins nature, on est complètement dedans, je veux des vins nature, je veux des petits vignerons et je veux pas une coopérative. Juste parce qu'on est coopérative, on aura beau avoir la qualité de vin qu'il faut, on rentrera pas. Donc il y a ce petit, effectivement, biais là-dessus. Après, auprès du grand public, le tout, c'est d'expliquer que c'est un collectif d'hommes et de femmes. Ça, ils ont tendance à pas le savoir. Donc, en plus, on est sur une thématique RSE et le système coopératif a de plus en plus de beaux jours devant lui parce qu'il fait sens aujourd'hui. Il y a une communication aussi qui est un peu plus dynamique et donc le grand public commence à prendre acte que ça a un aspect positif pour faire vivre un territoire. Yannick, vous n'êtes pas du tout dans le vin, pour autant, on est sur une thématique. Si. Oui, enfin, oui. Avec la cave de la Bastide en plus. D'accord. Alors bon, je vous ai fait une passe en avant, pardon. Mais on est quand même, on évoque aussi et surtout l'attractivité des territoires. Vous, comment vous communiquez, comment vous faites pour justement rendre attractifs les territoires en adéquation avec votre occupation? Disons que ça rejoint un petit peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure par rapport à l'attractivité métier. La base, c'est effectivement de communiquer. On parle de marque employeur, mais c'est le fait de dire, d'expliquer ce que l'on fait, d'être identifié et de s'identifier, tout simplement. Et puis, rien que ça va forcément, ça attire des gens, ça attire des convoitises. Pour prendre des exemples concrets, nous, on a, pour parler du ginseng, et pas forcément d'autres plantes médicinales, le ginseng, c'est une plante qui est cultivée un peu partout dans le monde. C'est vrai que la variété Panaxia meilleure est beaucoup utilisée et produite en Asie. Au Canada, on a une autre variété, qui est le quinquefolium. Aux États-Unis, une autre variété. Bon, mais nous, notre modèle de production, donc la culture sous ombrière, sous panneaux photovoltaïques, a intéressé par exemple les Canadiens, parce qu'il y a eu, dans les années 90, il y avait un partenariat qui avait été mis en place avec une coopérative française. Il y a toujours eu un lien un peu avec les Canadiens. Et quand ils ont vu comment on produisait et comment, quelque part, on supprimait toutes les contraintes des ombrières classiques qu'il fallait enlever avant l'hiver, remonter après l'hiver, ça les intéressait. Donc il y a eu des échanges avec eux. On a eu aussi un chercheur russe qui nous a appelés parce qu'il a vu qu'on travaillait, qu'on avait un engagement bien spécifique sur cette production, le ginseng. Et puis après, tous les liens, les échanges en local, avec la filière sur les plantes aromatiques. Donc là, on fait des rencontres avec des producteurs qui peuvent nous intéresser parce qu'on fait aussi des mélanges avec le ginseng. On ne fait pas que du ginseng pur dans nos compléments alimentaires. Donc à partir du moment où on communique et qu'on a un positionnement quand même bien marqué, fort, ou tout simplement qu'on dit ce que l'on fait, qu'on s'engage dans ce que l'on fait, je pense que ça attire forcément. Il y en a qui s'y reconnaissent, il y en a qui s'y retrouvent. Et c'est par ce biais-là qu'effectivement, il y a une certaine attractivité du territoire oui, qui se met en place. Ouais. Monsieur Plus, on parle de partenariat aussi. On évoquait notamment le COP-Live Festival. Enfin, vous évoquez déjà tout à l'heure, vous parliez de ça. C'est important de s'agréger à ce qui touche un public peut-être plus large, différent de celui qui initialement vient vous voir. Comment vous avez travaillé cette idée-là? Est-ce qu'elle est venue naturellement? Est-ce qu'on vous a sollicité? Est-ce que vous considériez que c'était naturellement la bonne solution? Ou est-ce que déjà vous aviez un peu tâtonné dans d'autres directions avant d'arriver à celle-ci? Naturel pour certains, mais après, il a fallu casser beaucoup de codes. Beaucoup de codes, rien que dans le fonctionnement de notre coopérative. Aujourd'hui, nombre de coopérateurs, d'administrateurs sont des apporteurs de raisins et ils seraient cantonnés juste à cette mission-là. Et contrairement à nos voisins, nous, on est proximité de Béziers et Montpellier avec beaucoup de néo-ruraux. Donc avec une cohabitation un peu plus difficile, justement, entre le monde rural et ancestral et ces nouveaux habitants qui habitent nos villages. Nous sommes un village de 600 habitants et maintenant qui est plutôt peuplé de lotissements que du petit village. Donc il a fallu vraiment qu'on réfléchisse à savoir comment créer une nouvelle relation avec eux, mais relation aussi avec les parties prenantes, qui sont nos fournisseurs, nos clients, mais aussi avec comment
changer le regard des coopérateurs sur leur propre cave. Qu'ils soient fiers de produire du vin, fiers de montrer à du monde que ce sont les aménageurs, enfin qu'ils aménagent le paysage, parce qu'aujourd'hui, dans notre coin, si vous enlevez la viticulture, il n'y a strictement plus rien, 3 oliviers, c'est tout, un peu d'arboriculture, mais il n'y a plus rien. Donc il fallait qu'on leur apporte aussi de la fierté aux coopérateurs, aux viticulteurs, et donc qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour fédérer tout le monde. Et donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, comment c'est né. Après, je reviens aussi ce matin de ce qui se disait sur la RSE, sur la QVT. Des fois, ça vient aussi d'un peu de bon sens et puis de conviction fortement, enfin très personnelle, quoi. Il faut qu'on arrive à entraîner tout le monde dans une dynamique, à dynamiser les hommes ensemble. Et voilà. Et donc le COP Live Festival, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert les portes de notre cave. Notre cave coopérative qui est assez récente, parce qu'elle est née en 1963, donc elle n'a pas la belle architecture des caves coopératives du Languedoc. Donc nous, c'est plutôt à la base un blocos, un bloc de béton et avec des cuves inox. Donc forcément, c'est pas très attrayant, c'est pas très joli. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ouvrir les portes, pour accueillir du monde? Eh bien, on a décidé de faire venir des artistes du monde entier qui sont venus peindre nos cuves. Et alors, quel a été l'impact? Est-ce que vous avez est-ce que vous pouvez nous raconter? Parce que finalement, d'abord, ça a dû être peut-être surprenant et puis saisissant. Quel retour vous avez eu? Et d'abord, de ceux qui vous entourent, parler des coopérateurs, est-ce qu'il y a eu un consensus? Et quel a été l'impact généré par cette initiative auprès de celles et ceux qui sont venus? Alors ça fait donc le premier COP Live Festival a eu lieu en 2018. Malheureusement, depuis 2 ans, il a été annulé suite aux contraintes sanitaires. Donc il reprendra l'année prochaine, nous espérons. L'impact, il a été immédiat. Il a été immédiat parce que nombre de coopérateurs, viticulteurs n'étaient pas habitués à avoir de l'art comme ça, déjà, parce que donc il y avait des artistes, donc la cave est envahie par des artistes pendant une dizaine de jours. On réalise aussi des concerts. Donc pendant 3 jours, on a à peu près 3000 personnes qui visitent notre cave. Puisqu'on fait des expositions photos, on fait des ateliers aussi pour les écoles environnantes, on fait pas mal de choses pendant tout un week-end pour qu'un maximum de personnes rentrent dans nos caves. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que les gens voient que ce sont des humains, des hommes, des femmes qui travaillent à l'intérieur de la cave coopérative et que les viticulteurs sont eux-mêmes comme tout le monde et que nous travaillons pour eux, pour tout le monde, pour notre territoire. Parce que nous, donc, dans Cave Clocher Terroir, donc, on a un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros qui est redistribué totalement dans les 20 km autour de la cave, quoi. Donc on a tout intérêt à avoir une véritable attractivité de nos territoires. Est-ce que l'art ne phagocytait pas le but aussi important de faire venir les gens dans votre coopérative? Non, du tout. Du tout. L'art a été aussi un prétexte. Hein. Le prétexte d'amener des gens qui sont loin, parce qu'on avait nombre de personnes qui venaient de Montpellier, de Béziers, ou voire beaucoup plus loin, qui suivaient des street artistes, parce qu'il y en a qui sont assez mondialement connus et qui venaient voir l'œuvre, ils venaient discuter avec l'artiste, puis après, ils profitaient pour discuter avec nous de nos métiers, de nos paysages et de notre petit monde rural, quoi. Et là, il y avait des véritables confrontations, ou plutôt des vraies discussions qui se créaient, et ça a vraiment, véritablement changé le regard qu'on avait sur la cave Clocher Terroir à Pulacher. Et l'impact a été immédiat. Et aujourd'hui, quand on parle Clocher Terroir, on parle, le COP Live. Vous pouvez nous donner la date du prochain? Ça sera le week-end du 12 juin, avec a priori de très beaux artistes et street artistes et de super artistes pour le concert. Mais là, pas de nom parce que vous n'avez rien signé encore, c'est ça? Exactement. D'accord. Même pas un truc là pour un scoop pour nous, rien? Okay. Il est passé à la radio il n'y a pas très longtemps, sur France Inter. Ah oui, d'accord. Ok. C'est extrêmement révélateur. C'est un indice déterminant. Arnaud, comme ça je ne me plante pas, on va vous laisser le micro aussi, puisqu'on parle d'attractivité. Et au-delà du tourisme, j'allais dire régional, ponctuel, qu'est-ce que vous faites pour aller chercher aussi les autres et aussi d'avoir une logique probablement, parce que ce que vous faites d'événements et de tourisme d'affaires, quelle est votre démarche? Comment ça fonctionne? Et finalement, est-ce que ces leviers que vous avez mis en place sont maintenant patents pour vous? Oui.
C'est vrai qu'à la première question, je me suis centré sur la présentation Et je vous en de prie. l'entreprise, j'étais un peu moins bavard. Effectivement, la cave de la Bastide est aujourd'hui un site no touristique majeur en Occitanie. C'est pour ça que on me pose la question. Parce qu'on en a parlé ensemble. Ouais, on en a parlé ensemble. Juste pour faire assez rapide, on parle du territoire. Pour être attractif, il faut être vraiment ancré dans ce territoire. Joël en a parlé tout à l'heure. Donc être ancré dans ce territoire, c'est être au plus près sur le terrain. Ça veut dire d'abord tisser des partenariats. Donc la Bastide a démarré avec les partenariats, les sponsors, avec le rugby. Ça veut dire aller voir les matchs de rugby le dimanche, être au plus près du contact des agences, sponsoriser, faire des partenariats avec les festivals aussi d'envergure, comme chez nous. Attendez, là je vous interromps. Est-ce que quand vous faites cette démarche-là, est-ce que vous sentez chez vos interlocuteurs de la curiosité, de l'intérêt ou un regard un peu dubitatif sur cette démarche qui est la vôtre? Non, de l'intérêt, en plus on est complètement légitime. C'est-à-dire que quand on y va sur les partenariats, comme je le disais tout à l'heure, on est un acteur assez important sur ce territoire. On le fait vivre, on y participe en tout cas à notre niveau. Et donc ça se fait évidemment, des fois j'y vais moi. Il y a des intérêts marketing ou commerciaux qui font que, notamment sur les grosses scènes nationales comme la scène nationale d'Albi, bon là j'y suis allé, mais on est aussi sollicité assez régulièrement, notamment par ce côté coopératif. On a une image d'entreprise accueillante. Donc les gens viennent vers nous. Donc ça se fait assez naturellement. Et après, le fait de nous voir en fait, en tant que sponsor, c'est quelque chose d'assez courant. Justement, Yannick le sait. Je fais la petite aparté avec Yannick parce que Yannick est tarnais, donc il connaît très très bien le Tarn. On a un partenariat justement avec Yannick. Il connaît très bien le vin. On commercialise effectivement du vin ensemble. Et Faut beaucoup goûter pour connaître le vin, de toute façon, il n'y a pas de secret. voilà. Et en plus, il participe à des animations. Donc concrètement, c'est de l'action au terrain. C'est du terrain, le vin, et ça se fait découvrir. Il faut aller au contact des gens. Donc il y a ce premier volet partenariat. Et après, si vous voulez, il y a 10 ans, on est sur un axe très touristique à Gaillac. En fait, il y a des Bastides médiévales. Il y a aussi Albi, au patrimoine mondial de l'UNESCO. On est à 45 minutes de Toulouse. Donc c'est vrai que c'est assez facile d'avoir un flux touristique. Et on s'est dit, on va essayer d'aller plus loin. On a parlé d'expérience client. D'aller plus loin que le simple fait de s'arrêter vite fait à la boutique entre Albi et Toulouse. Donc on a mis en place en partenariat avec des professionnels du tourisme des produits packagés, c'est-à-dire qui dépassent la simple visite de vin, donc des produits sur des journées ou des demi-journées, où on proposait donc aux touristes de découvrir les vignobles, de manger chez les vignerons, de faire des ateliers assemblage, mais aussi on avait des liens avec, on parle de parties prenantes à RSE. Quand Alix et Eric sont venus me voir, je faisais de la RSE sans vraiment en avoir acte, mais bon, c'est un peu dans les gènes du système coopératif. C'est-à-dire que du coup, on faisait des partenariats aussi avec d'autres entreprises qui avaient on appelle ça du tourisme de savoir-faire, hein. Donc des biscuiteries. Vous voyez, ça donnait un intérêt, tout ce qu'il y avait autour du vin, et on a drainé, on a capté une clientèle qu'on n'avait pas avant. Quelle est-elle cette clientèle? Au tout départ, c'était une clientèle touristique. Mais si vous voulez, les touristes, il y en a beaucoup qui ont peur d'aller ouvrir les portes d'un caveau. Ils ne sont pas experts en vin. Ils n'y connaissent rien. Il y a un petit frein. Ils se disent, bon, je ne vais pas oser. Et là, si vous voulez, par l'alibi, entre guillemets, ou la thématique du produit packagé, ils venaient pour l'ensemble du produit, pas spécifiquement pour déguster le vin. Donc ça crée une confiance. Et on a capté donc des touristes. Qui étaient français, essentiellement français? Oui, essentiellement français. Il faut savoir que sur le Tarn, il y a l'Île-de-France, mais il y a beaucoup l'Occitanie et l'ex-Languedoc-Roussillon surtout. Et du coup, on s'est vite aperçu qu'il y avait un vrai levier de développement économique par le biais du tourisme, puisqu'on arrivait à recruter des personnes. En 2015, on a, fort de ce succès, hein, je passe, mais effectivement au niveau des boutiques, il y a eu un gain de trafic et de CA qui a fait que nos vignerons et le conseil d'administration ont acté pour qu'on passe un gap. Je vous invite à y aller si vous ne le connaissez pas. On a créé un parcours de visite scénographie en 2015. On fait à peu près 15 000 visiteurs, mais avec des visiteurs indirects, c'est-à-dire ceux qui s'arrêtent juste sur une visite libre et rapide et une visite de la boutique. On est à peu près à 40-50 000 visiteurs par an. Tout ça, on l'a fait parce que justement, on a eu cet ancrage, on est monté petit à petit.
Et du coup, ce circuit touristique a eu une résonance beaucoup plus importante que ce qu'on imaginait au départ, puisque là, on s'était dit, ben, on va vraiment aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'on va toucher les tours opérateurs, les agences de voyage. On reste sur la cible tourisme, c'est-à-dire qu'on va capter quand même par ce produit qualitatif une autre cible, puisque la scénographie, il y a de la vidéo, c'était intergénérationnel, ça a dépassé la simple visite de cave qu'on a dépoussiérée. Et du coup, on a eu des locaux qui sont en fait venus, donc pour répondre là pour le coup à votre question, des locaux qui n'étaient jamais venus à la coopérative, mais qui du coup, il faut savoir dans le Tarn, il y a 30% des nuitées qui sont non marchandes. Donc c'est-à-dire que ce sont des amis de la famille qui viennent, très bergers, hein. Donc nos clients, ou par le biais du bouche à oreille, sont venus naturellement faire le parcours de visite. Donc on a capté une nouvelle clientèle. On a des locaux qui sont devenus clients et puis petit à petit qui sont devenus des ambassadeurs, puisque vous doutez bien, une fois qu'ils sont venus, il y a tout un programme marketing de mailing, d'emailing, d'expérience client où on les invite à des soirées privées. Donc on crée du lien, ça c'est important. Et surtout, Pardon, je vous coupe. Quel retour vous avez là déjà? Est-ce que vous avez eu de la satisfaction? J'en suis persuadé, mais est-ce que vous avez été surpris finalement de ces résultats, ou vous les attendiez parce que déjà vous étiez dans un calcul qui vous permettait d'être optimiste? quand on a démarré les produits packagés, bon, me doutais un peu, je l'avais fait j'ai travaillé dans le Gers à Crouzet et ça fonctionnait. Donc, quand on se bouge et qu'on se donne les moyens, il y a un effet sur l'été. Après, hors saison, on ne savait pas trop. Ça nous a beaucoup aidé, effectivement, sur la saison creuse, hein, puisque janvier, février, le fait d'avoir des groupes, ça change. Ça crée du trafic. Pour faire très simple, on est passé de 480 000 euros en 2011 à 1 200 000 là sur la boutique. Donc ça se fait pas sans rien, hein. Je suis pas tout seul, on a créé une équipe. J'ai un chargé de tourisme, on a renforcé, on a doublé l'équipe de vente. Donc tout ça, ça lié. Et ce qui a été assez inattendu, c'est que les gens qui sont venus pour découvrir la visite, on avait créé une salle de réception pour que je puisse faire des événements culturels, hein. On parlait de l'art aussi tout à l'heure, mais on fait venir des pièces de théâtre ou des choses comme ça aussi pour créer du lien avec nos clients. On joue ce rôle-là. Et on a des clients qui nous ont demandé si ils pouvaient prendre la salle pour des assemblées générales ou effectivement pour leur conseil d'administration. Et donc là, on ne l'a pas du tout vu venir. Donc on s'est équipé un écran géant vite fait, faire un écran de vidéo projection. Vous n'allez pas faire chambre d'hôte quand même? Non, alors ça pourrait être un projet, mais effectivement là ça se fait dans le Gers, hein. Les vignerons, faut savoir, on a des vignerons qui ont des gîtes. On n'a pas été jusque-là parce qu'on a une capacité d'hébergement quand même. On a cette chance-là sur le territoire. Il y a quand même beaucoup d'hôtels, beaucoup de chambres d'hôtes, donc on est assez pourvu là-dessus. Et en termes de RSE, il faut faire vivre tout le monde, donc c'est important. Vous vous doutez bien qu'après on va avoir les hébergeurs, on crée des partenariats avec les hébergeurs, les restaurateurs. C'est tout un microcosme qu'on a créé là depuis 2015. Vous voyez, ça va faire 6 ans. Et du coup, le tourisme d'affaires est arrivé de manière assez surprenante comme ça. Et aujourd'hui, on a sur à peu près 60% des groupes, c'est du tourisme d'affaires. Et donc là, en termes de marketing, c'est génial parce que du coup, c'est des gens qui sont venus pour le boulot, qui effectivement découvrent ça avec un séminaire et qui reviennent après à nouveau à titre Et qui achètent? Et qui achètent? Oui, ça achète, ouais, effectivement. Plutôt que les quarts de troisième âge où l'été, après la visite d'Albi, ils sont assez fatigués en fin d'après-midi. Ils ont envie Faites gaffe, c'est du jeunisme que vous faites là, hein. Non, c'est du vécu. Mais surtout, ça élargit la cible. Voilà. Ça élargit la cible, donc il y a un cercle vertueux là-dessus, et ça crée une dynamique dans le territoire aussi. On rayonne, tout simplement, on rayonne. Voilà. Et juste pour aller plus loin sur cette démarche d'ancrage territorial, je fais partie d'une association de dons, fait partie aussi Plément, qui s'appelle Tourisme Gourmand en Occitanie, où là on s'est tous dit, on connaît l'adage, hein, ensemble on va plus vite, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc on s'est regroupé pour fonder une association qui s'appelle Tourisme Gourmand en Occitanie. Donc là ça dépasse le simple cadre du vin, il y a des oléiculteurs, des producteurs de foie gras, il y a Tarbes-Brouillage pour les huîtres, d'autres caves, bien évidemment. Et ensemble, on a décidé de faire vivre et découvrir le patrimoine gastronomique. Donc nous, à la Bastide, par exemple, on a des produits packagés sur la journée pour la Bastide. L'idée, c'est effectivement de faire découvrir l'Occitanie par le biais d'un catalogue d'offres packagées. On a chacun, après, à nos niveaux,
nos propres offres, mais on va inviter on est quand même plus sur la cible tourisme d'affaires et tour opérateur sur du groupe. Et donc là, l'idée, c'est effectivement de pouvoir créer des circuits, c'est-à-dire qu'on va démarrer à Montpellier et on peut terminer effectivement dans le Gers à Plément avec une dégustation de foie gras. Donc là, on capte un autre auditoire, puisqu'on n'est pas une entreprise privée. Même au niveau du politique, au niveau de la région, on se fait plus facilement entendre. On est beaucoup plus aussi on a un RSE, mais il y a aussi le tourisme durable qui effectivement en prend une part importante. Donc on est complètement en résonance là-dedans et on est aussi dans cette dynamique de groupe. Donc on est plusieurs entreprises à essayer maintenant de faire prendre conscience à d'autres sociétés, si elles le souhaitent, qu'elles peuvent aussi participer à cette dynamisation du territoire. Vous avez tendu la perche pour le vice-président de Plémont qui est aussi à côté de nous, puisqu'on parle, je l'ai écrit, l'agritourisme ou le no-tourisme. Finalement, on est en adéquation avec les propos qui ont été tenus. Vous, de votre propre expérience, comment ça se passe? Comment vous avez investi pour générer un impact supplémentaire aussi donc, dans ce tourisme, peut-être, je ne vais pas dire plus attractif, mais au moins différent? Disons que Plémont, je vous l'ai dit, s'est créé il y a 40 ans et s'est créé sur la base d'appellations qui n'existaient pas. Les côtes de Gascogne sont nées du marasme de l'Armagnac, d'une mévente de l'Armagnac, et les Gascons ne savaient plus quoi faire des vins blancs qu'ils produisaient. Les Gascognes sont nés à partir des années 1975-1980, au moment où est né Plémont. Le Saint-Mont n'existait pas. Il a été créé de toutes pièces à partir de la fin des années 70 et il est devenu AOC en 2011. Le Madiran était la seule appellation qui était connue dans la région et le Pacherin existait sur le papier. C'était une belle endormie dont tout le monde disait on a des vins blancs qui sont fabuleux, personne n'en produisait et tout le monde les avait sous l'escalier planqués ou dans les caves. Et donc on a dit on va relancer parce que le directeur de Plémont à l'époque était originaire de Viella, producteur de Pacherin, et il a dit je veux qu'on refasse du Pacherin. Et donc voilà sur quoi s'est bâti Plémont, sur quelque chose qui n'existait pas en tant que tel. Et partant de là, eh bien, les vignerons ont adhéré à ce projet et avec l'idée première qu'il fallait à tout prix donner envie aux gens. Et pour donner envie aux gens, il faut aller à leur rencontre, leur expliquer notre métier, leur expliquer dans quelles conditions on travaille, pourquoi on fait le travail. Et c'est ainsi qu'au milieu des années 80 est né un concept que sont les animations vignerons. Et là, vous me voyez en photo sous mon meilleur profil avec un béret sur la tête. Eh bien, notre marque de fabrique à Plémont, c'est de voir des vignerons avec un béret sur la tête. Et la plupart du temps, ils disent, on va voir des clients, ils nous disent, l'année dernière, j'ai vu ton grand-père avec le béret sur la tête. Eh bien oui, c'est ça, c'était mon grand-père. Et donc, on est parti à la rencontre des clients. Et partout, dans tous les festivals dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, vous verrez des gars avec un béret sur la tête. Ce sont les vignerons de Plémont qui sont là pour servir les vins, pour expliquer comment on le produit. Et toujours dans une idée de monter en gamme, de toujours gagner de la valeur parce que le produit n'était pas la matière première dont on se désintéresse et qu'après le raisin, parce qu'en tant que vigneron, j'amenais un raisin à la cave, après le raisin, il y avait une vie. Et cette vie-là, il fallait aussi se l'approprier pour aussi comprendre les difficultés du marché, parce que ce n'est pas tout de dire que, évidemment, chaque fois que je suis dans mes vignes, je suis le meilleur du monde et je ne comprends pas pourquoi les commerciaux ne vendent pas quand même le vin qui va sortir de ça, parce que c'est magnifique. Et donc se confronter aux attentes des clients et des consommateurs, ça rend humble d'une part, et puis ça permet aussi de comprendre les attentes, pourquoi, comment et à quel prix on peut vendre le vin. Et donc petit à petit, on est monté dans cet état d'esprit qui a continué par acquérir des domaines où on a obligé des vignerons qui devenaient locataires des vignes qu'on venait d'acheter à les conduire dans des cahiers de production extrêmement précis, extrêmement pointilleux, pour en faire des vins icônes à haute valeur ajoutée
Et donc, qui, immédiatement, d'un prix moyen de la bouteille qui pouvait être à 4-5 euros, eh bien, nous permettait ces bouteilles-là de les vendre à 8-10 euros, 15 euros, ce qui est un gap extraordinaire par rapport au prix moyen de ce qu'on produisait tous les jours. Eh bien, ces bouteilles-là ont permis de tirer tous les autres vers le haut, parce qu'on s'est rendu compte que tout d'un coup, eh bien, des bouteilles à 8-10 euros, on était capable d'en vendre. Et donc, ça fait monter le prix et ça attire l'attention de tous les vignerons. Ça rend tout le monde plus exigeant aussi, parce qu'une bouteille de 15 euros, elle ne se vend pas toute seule, parce qu'elle s'appelle comme ça. Il faut qu'il y ait quelque chose dans la bouteille aussi, et qu'il y ait une histoire à raconter à côté. Et donc, de fil en aiguille, de cette façon-là, effectivement, nous avons ensuite embrayé en se disant, mais on va raconter des belles histoires à tous nos clients, partout en France, en Europe et dans le monde, avec nos vignerons qui ont un béret sur la tête. Maintenant, il faut qu'on soit en mesure de recevoir nos clients chez nous pour qu'ils se rendent compte sur place que tout ce qu'on leur raconte, ce n'est pas une histoire, c'est vrai. Ça se passe là, sur le terrain. Et donc, on a créé le maillage, Arnaud en parlait il y a 2 minutes, de l'accueil vigneron via les gîtes ruraux. Les vignerons qui avaient des maisons désaffectées ou autres les ont réaménagées, on fait des gîtes ruraux. Et donc, on a créé un concept comme ça de l'accueil vigneron où on reçoit nos clients, les journalistes, dans les gîtes ruraux de nos vignerons, qui sont les premiers à même de leur expliquer comment ils bossent, comment ils vivent tous les jours, quitte à aller faire un tour sur la ferme pour leur faire voir, et ils connaissent toute la famille, etc. Donc, c'est une façon aussi d'humaniser le concept de la coopérative, qui, sinon vu de loin, est le gros machin dans lequel il n'y a personne, en fait, puisque c'est une usine à faire du vin. Et donc, on remet des visages sur le concept de la coopérative, et ça rend un peu plus familier tout ça. On personnalise, vous voulez dire. Donc, il y a On forcément personnalise, exactement. Je n'ai pas employé le bon mot. Et donc, l'étape supplémentaire qu'on a franchie en 2015, en fait, on a eu une opportunité magnifique. C'est qu'on nous a proposé d'acquérir l'ancien monastère de Saint-Mont, donc qui est une bâtisse remarquable, inscrite au monument historique, qui date du milieu du XIe siècle, et que nous avons donc acheté fin 2015, et que nous avons réaménagé en hôtel-restaurant, 4 étoiles, l'hôtel, et un superbe restaurant, une table magnifique. Et alors, il n'y a que 11 chambres, mais des chambres qui sont de la taille de l'époque. Donc, il y a une chambre qui fait ça, plus de 100 mètres carrés, par exemple. pas facile à chauffer. Voilà. Mais bon, il y a une inertie du lieu quand même qui fait qu'on n'y gèle pas dedans non plus. Mais en tout cas, ça nous a permis aussi de passer un cap supplémentaire. Et là, pour le coup, on fait venir des clients qui ne seraient pas venus dans la région, parce que ce genre d'hôtellerie, ce genre de restauration n'existe pas sur notre canton, n'existe pas sur nos cantons, là, dans une proximité immédiate. Dans un premier temps, les hôteliers, restaurateurs, ils sont venus taper à la porte, ils ont dit « Mais qu'est-ce que vous faites, Plémont, vous allez faire notre métier ?» Non, on ne fait pas leur métier. On crée de l'émulation parce qu'on propose une offre qui n'existe pas par ailleurs sur le territoire. Et on n'a pas piqué, quand les chambres valent, je vais dire, un prix bidon, peu importe, 125 €, et les hôteliers voisins, ils proposent 70-75 € habituellement. On ne leur a pas piqué les clients, parce que les clients qui ont envie de mettre 125 € par nuit, eh bien, c'est des clients supplémentaires, automatiquement. Et ceux qui viennent au restaurant également. Et puis ça nous a aussi permis, je ne vous le cache pas, c'est notre cantine, entre guillemets. Chaque fois qu'on reçoit des clients ou des journalistes ou autres, on les amène là. Et ils sont ébahis par le lieu. Et donc, immédiatement, mais l'image, parce que le vin devient meilleur lorsqu'on le déguste à cet endroit-là, et qu'il y a plein de bonnes raisons pour aussi le payer un peu plus cher, parce que la part de rêve qu'on en sort, eh bien, ça fait vivre autre chose. Et donc, c'est un projet, donc, alors pour le coup, le retour qu'on a, il est encore assez limité, parce qu'on l'a ouvert mi-2019. Donc, vous voyez depuis ce qui se passe. Et donc, en termes de fonctionnement, c'est plutôt en marche dégradée. Ça reprend un peu mieux là depuis cet été. Mais bon, il a tout l'avenir devant lui. Et donc, c'est un concept qu'on va continuer à travailler. Depuis, on a aussi
comme l'a dit Arnaud, mis quelqu'un à temps plein chargé de l'œnotourisme à Plémont qui, dans ce cadre de l'association, organise des voyages de groupe et organise des week-ends, de visites et autres. Et donc ça a démarré également en 2019, donc pendant 2 ans ça a tourné de façon dégradée, mais qu'on va pérenniser et qu'on va continuer à développer parce que c'est extrêmement important à nos yeux. Et le dernier point sur lequel je voulais revenir, parce que ça rentre là-dedans aussi, et c'est un concept qui nous permet d'élargir encore notre axe et notre champ des possibles, c'est qu'on est en train d'investir là actuellement dans un chai de recherche et de développement à vocation œnotouristique. C'est-à-dire que la plupart du temps, lorsqu'on fait de la recherche et du développement, on veut que ce soit caché, c'est parce qu'on ne veut pas savoir sur quoi on travaille et que le jour où on a trouvé quelque chose, on le présente à tout le monde. Or aujourd'hui, et tout à l'heure par rapport aux remarques qui étaient faites de tensions plus ou moins à venir ou qu'on peut sentir venir avec nos parties prenantes et avec la société en général, on veut aussi se servir de ce chai de recherche et de développement pour pouvoir expliquer aux gens, et c'est pour ça qu'on souhaite qu'il soit visitable, pour qu'on puisse expliquer aux gens qui nous rendent visite comment et pourquoi ça peut prendre du temps, une mutation, une évolution dans nos métiers de l'agriculture et de la viticulture. Qu'un changement de pratique, ça ne s'opère pas d'un claquement de doigts, que les résultats obtenus d'une année ils peuvent être complètement contredits l'année suivante parce que la météo, parce que je ne sais trop quoi. Et donc il faut du temps. Et que si on n'est pas capable de rentrer dans des mesures d'explication et de démonstration que ce travail, il est en route. Oui, la viticulture va changer. Oui, les pratiques vont évoluer. Et on va répondre aux attentes de la société, mais ça demande un certain temps. Et ça, ce chez R&D qui profite du plan France Relance, là, qui est en cours, eh bien, doit permettre aussi à notre métier, et pas qu'à Plémont, parce que là, on va servir la viticulture en général pour expliquer comment des pratiques peuvent évoluer, mais ne se font pas aussi vite qu'un claquement de doigts. Très bien. Messieurs, avant un mot de conclusion, peut-être que dans la salle, vous avez quelques questions pour les personnes qui sont avec nous ici même pour ce sujet. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous avez répondu aux questions qui n'ont même pas été posées. C'est formidable. On a la chance d'avoir un élu du conseil régional qui est donc Yannick Josion qui va nous dire un mot. Vous étiez là depuis ce matin. Qu'est-ce que vous avez envie de synthétiser? Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est ma première partie de ma question. Et la deuxième, c'est finalement, est-ce qu'il n'y a pas des raisons d'être optimiste quand on voit celles et ceux qui sont venus, leur dynamisme, leur curiosité, leur envie, leur enthousiasme et leur volonté toujours de se battre avec cette RSE dont était le mot, enfin plutôt l'acronyme qui était le dénominateur commun de cette journée? Oui, mais les raisons d'être optimiste. Alors, je pense que je vais commencer par ça, effectivement, parce qu'à la suite de ces discours, on sent qu'il y a de la passion derrière. Et quand j'entends effectivement tout ce qui se met en place, toutes les idées qui émergent et autres, forcément qu'on a envie d'être optimiste. Je ne vois pas comment on pourrait ne pas l'être, quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, et peut-être encore plus en Occitanie, on a une histoire forte, on a un passé, et il faut juste savoir l'utiliser. Ne pas se bloquer par rapport à ce passé, au contraire, et apporter un peu d'imagination, de bon sens. Et on a tout pour nous, je dirais, voilà, tout simplement. Alors c'est vrai que des fois, on se met des contraintes, on se met des barrières parce qu'on n'ose pas innover, on a peur de sortir de nos carcans, etc. Mais bon, je crois qu'on a dans une entreprise, il y a plein de forces en présence, il y a plein de personnalités et il faut juste faire en sorte d'être à l'écoute de tout le monde pour pouvoir aller de l'avant, tout simplement. Donc je pense qu'on ne peut qu'être optimiste, voilà, tout simplement. Vous avez parlé d'optimisme, alors qu'est-ce que vous retenez de cette journée? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur ce qui s'est passé et finalement de ce qui nous attend dans les mois, dans les années à venir? Oui, donc on a aujourd'hui parlé de responsabilité sociétale des entreprises, de qualité de vie au travail. Forcément, ça se rejoint. Je crois que ce sont des démarches à l'initiative d'entrepreneurs, à l'initiative également des collaborateurs, employés, salariés,
également des instances, des instances dirigeantes. Donc c'est quelque chose qui se rejoint parce qu'on sent il y a un besoin, il y a une attente par rapport à ça. Le contexte sanitaire récent a fait que ça a probablement accéléré les choses. Mais ce que je peux vous dire par rapport à aussi mon expérience, pas forcément en tant que chef d'entreprise, mais en tant que salarié, puisque j'ai été donc sportif de haut niveau et salarié d'un club avant tout. Et on avait forcément, c'était un domaine dans le milieu sportif où on a beaucoup d'objectifs. Enfin, on nous demande effectivement d'être présent tous les week-ends, de gagner. Donc ça peut être une contrainte, c'est un frein, mais il y a des personnes, il y a des clubs qui osent laisser la part belle à l'initiative, aux joueurs. Et en l'occurrence, au Stade Toulousain, on avait cette possibilité de pouvoir être autonome dans notre façon de jouer, d'avoir cette liberté. Et ça a généré à nous, quelque part, beaucoup de satisfaction, beaucoup d'émotions et du coup du ressenti, un ressenti fort que l'on a vis-à-vis de nous-mêmes. Et je crois que le plus important, c'est ça. En fait, on a besoin de vivre par rapport à des ressentis et de ne pas être trop focalisé par rapport à ces objectifs ou indicateurs, parce qu'on en revient toujours à ça. Il en faut, mais dès qu'on parle d'objectifs, d'indicateurs, on fait plus travailler notre mental, notre ego un peu, et moins nos ressentis. Et moi, ce que je retiens un peu de mon expérience personnelle, c'est que ce que je me souviens, voilà, c'est ces ressentis, ces émotions. Et en faisant intervenir chacun des collaborateurs, en me faisant parler tout le monde, en faisant faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus impliqués, ben, chacun va avoir des ressentis qui leur conviennent, des émotions. Et à mon avis, c'est comme ça que l'on peut avancer, c'est comme ça qu'on peut être optimiste. Alors après, voilà, il y a toujours, comme je disais, des coups d'arrêt forcément. Mais je pense que c'est important de faire en sorte qu'il y ait une communication, une autre communication qui passe au sein d'une entreprise, parce que c'est beaucoup plus parlant et ça donne beaucoup plus de sens à tout ce que l'on fait. Parfait. Mais je pense qu'on peut applaudir Monsieur Josion et les trois intervenants.